Bonjour, Gilles Richard, troisième grand maître adjoint du Grand Orient de France, et Mohamed Aïd Arab, grand secrétaire aux affaires extérieures du Grand Orient de France. On croit comprendre que votre visite s'insère dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Quelle en est sa pertinence? Nous sommes venus à l'invitation des loges de Maurice, dans le cadre notamment de l'anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice. Voilà un petit peu le cadre, voilà. Les liens entre la maçonnerie et plus particulièrement le Grand Orient de France et l'histoire de l'île Maurice sont très forts, puisque c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'a été constituée la première loge. Et puis évidemment le père de l'indépendance de Maurice était franc-maçon, je crois que c'est notoirement connu. Et donc nous sommes venus avec Mohamed, qui est le grand secrétaire aux affaires extérieures, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du Grand Orient de France. Nous sommes venus à la rencontre de nos frères, tout simplement. Vous avez quand même rencontré les hommes politiques? Oui, oui. On a un agenda politique dont l'objectif est de faire passer un message qui est celui de la possible utilisation des travaux qui sont réalisés en loge par le monde politique, quel qu'il soit, de manière non partisane. Si je peux me permettre sur cette question, juste de compléter la réponse de Gilles, dans tous les pays où le grand maître du Grand Orient de France ou ses représentants se déplacent, c'est la tradition, on va dire républicaine, de rencontrer les autorités du pays. C'est d'abord une visite de courtoisie. On est dans un pays, il est normal que l'on rencontre les autorités du pays. C'est la moindre des politesses. Ça permet également d'avoir un échange, parce que nous, qui n'habitons pas Maurice en l'occurrence, ça nous permet de mieux connaître à la fois les atouts du pays, les défis, le contexte, etc. Et ça nous permet, comme l'a dit effectivement Gilles, de dire voilà, la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, c'est un laboratoire d'idées. Nos loges travaillent sur des sujets qui peuvent intéresser, et nous mettons à disposition le contenu de cette réflexion. Mais cela ne constitue-t-elle pas d'une ingérence dans les affaires internes du pays, ne serait-ce que d'une manière indirecte? Pas du tout. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Si vous voulez, le mot politique est ambigu. Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne ou de la politique partisane, mais de la politique au sens étymologique, c'est-à-dire de parler de la vie de la cité. Et la maçonnerie réfléchit sur toute une série, et notamment au Grand Orient de France, sur toute une série de questions qui sont des questions qui peuvent toucher à la liberté de conscience, à la bioéthique, etc. Et donc nous posons éventuellement le principe de la possibilité d'utiliser ces travaux, mais ça s'arrête là. Il ne s'agit pas ni d'influencer d'un côté ni de l'autre. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre vocation, et c'est sûrement pas notre envie. Nous respectons suffisamment le peuple mauricien et les institutions républicaines mauriciennes pour vouloir s'ingérer dans la vie politique locale. Mais les francs-maçons sont aussi des citoyens. C'est-à-dire que nous, en tant qu'institution, comme l'a dit Gilles, nous nous intéressons à la vie de la cité. Et les francs-maçons mauriciens sont sur cette ligne. Mais après, chacun d'entre nous a ses convictions. Tout à fait. Chacun, homme ou femme, frère ou sœur, est engagé ou pas. Donc ça relève de la décision personnelle. Parmi nous, il y a des gens qui sont des croyants, qui vont le dimanche à la messe, qui vont le vendredi à la mosquée, qui vont au temple. Il y a des gens qui ne le sont pas. La maçonnerie n'est pas chrétienne, musulmane ou athée. Elle n'a pas une opinion politique. Donc là, c'est la même chose pour la politique. Nous sommes un laboratoire d'idées. Nous voulons être un laboratoire d'idées. Après, chacun d'entre nous est libre
de ses engagements, de ses options politiques, philosophiques, religieuses. Ça s'appelle la liberté de conscience. La maçonnerie n'est pas monolithique. Elle n'a pas, sur une question particulière, il n'y a pas, enfin, sur des questions de fond, il se dégage généralement des lignes de réflexion, mais après, chaque franc-maçon est libre, il n'y a pas de mot d'ordre politique, il n'y a pas de... etc. Donc, chez nous, nous avons une grande diversité de sensibilités différentes, qu'elles soient religieuses ou politiques. Donc, il n'y a pas... nous ne sommes pas un parti politique. Ok. Que répondriez-vous à ceux qui disent que les francs-maçons cherchent toujours à tout contrôler dans la société? Ce sont des vieux clichés véhiculés à la fois par l'histoire aussi, parce que lorsque la maçonnerie a été persécutée, on a voulu lui faire endosser un certain nombre de responsabilités qu'elle n'a jamais eues, d'une part. Alors ça c'est vieux, par exemple au 19e siècle, il y avait l'abbé Baruel, qui était un prêtre français, a écrit un ouvrage dans lequel il disait par exemple que les responsables de la Révolution française étaient les francs-maçons. Donc c'est nous donner, je dirais, un rôle et un pouvoir que nous n'avons absolument pas. La maçonnerie, comme l'a dit Mohamed, est un laboratoire d'idées. C'est-à-dire que nous élaborons une réflexion. Cette réflexion, le pouvoir politique peut, à un moment donné, cette réflexion, le pouvoir politique, à un moment donné, peut s'en inspirer ou pas. Nous n'avons pas vocation à contrôler le monde. Ça, c'est alors, vous avez toute une série de films, les films de Dan Brown, etc., qui ont laissé l'idée qu'on était comme les Illuminati ou ce genre de choses et qu'on avait l'ambition de contrôler le monde. Pas du tout. Nous ne sommes ni une secte, ça je crois que c'est important de le dire, ni une secte, ni même... je dirais une organisation secrète dont l'objectif serait de contrôler le monde. Tout ça, c'est des vieux clichés. Et je crois que l'intérêt aussi d'une rencontre avec les médias, c'est d'expliquer que tout ça, ce sont des clichés. Tout ça, c'est absolument pas la réalité du travail maçonnique. Mais quand même, vous gardez vos activités secrètes. Alors non, discrètes. Il y a un seul secret, je dirais, c'est l'appartenance individuelle des membres. C'est-à-dire que chaque membre est libre de ce qu'on appelle se dévoiler, de dire je suis franc-maçon ou pas. Par contre, nous nous interdisons, nous, de dévoiler quelqu'un d'autre sans son accord. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vous dirai jamais un tel est franc-maçon. Par contre, moi, je suis libre à tout moment de dire je suis franc-maçon. Donc c'est le respect des autres, c'est le respect de nos membres qui fait que nous ne disons jamais si quelqu'un est parmi nous. Mais c'est par respect. Par respect parce que c'est pas à nous à le dire, c'est éventuellement à lui s'il le souhaite. Il y a une dimension que le public oublie dans la franc-maçonnerie, c'est la dimension initiatique. Les sociétés initiatiques sont vieilles comme le monde. Toutes les civilisations ont connu des sociétés initiatiques. Et par définition, qui dit initiation dit un secret initiatique. Mais ça n'a rien d'une volonté hégémonique de contrôler le monde ou de tirer les ficelles dans l'ombre. Simplement, ce secret initiatique qui existe dans les confréries soufis, qui existe dans les sociétés initiatiques africaines, il n'est perceptible et il n'est révélable qu'à l'individu au moment où il passe l'initiation. Voilà. Mais ce n'est pas un secret fantasmatique de contrôle du monde. Il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui dans lesquels vous retrouvez ce qui se passe en loge, parfaitement décrit, etc., très bien documenté. Alors, moi, j'en parlerai pas dans le détail, mais l'initiation est un moment où le profane réalise ce qu'on appelle un voyage symbolique, d'accord ? Symbolique, c'est-à-dire qui est en quelque sorte théâtralisé et dans lequel il ressent à l'intérieur de lui
un certain nombre des caractéristiques de ces voyages. Et ces voyages lui permettent de passer d'un état que l'on appelle profane à un état qui est celui d'initié. De la même manière, Mohamed en a parlé, que dans les sociétés africaines, par exemple, à un moment donné, le passage du monde de l'enfance au monde de l'adolescence va être symbolisé par un voyage qui prend dans les sociétés africaines l'enfant et à la fin de ce voyage le transforme en homme. Et donc ce passage-là se fait par un voyage. Et c'est un voyage imagé, symbolique, qui va permettre à l'individu de réfléchir sur ce qu'il était avant, sur ce qu'il va devenir demain, grâce à cette initiation, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, puisque toutes les civilisations pratiquent ce qu'on appelle ces rites d'initiation. Alors, le seul secret qui existe, et c'est pour ça qu'il est incommunicable, c'est ce que la personne ressent intimement au moment de ce voyage. Parce que la voie de l'initiation, on peut pas en parler tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est ça, toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que ce n'est pas secret, mais c'est irracontable, parce que ça relève de la sphère de l'intime. Et donc comme ça relève de l'intime, beaucoup de gens, beaucoup de frères vont le vivre de manière différente. Et donc voilà, c'est ce qui est un peu parfois compliqué à comprendre, mais ce n'est pas du tout secret. C'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ce sont des rites sataniques. Alors, la première chose que j'ai à vous répondre, c'est que si vous avez un chat, vous pouvez le laisser librement véhiculer. On n'écorche pas les chats, on ne fait pas de rites sataniques. Tout ça, ça fait partie justement de ce que les gens qui ont écrit sur l'antimaçonnisme, ce qu'on appelle l'antimaçonnisme, ont véhiculé. Donc j'en parlais tout à l'heure, le fameux abbé Baruel a écrit beaucoup de choses fausses sur la maçonnerie, même tout ce qu'il a écrit est faux. Et il a écrit volontairement pour faire du mal, entre guillemets, aux francs-maçons. Alors pourquoi ? La question, elle est le pourquoi. Pourquoi l'Église ? Puisque on aborde la question des rites sataniques. Donc si on aborde la question, entre guillemets, des rites sataniques, on aborde la question de l'Église. Bon. Pourquoi l'Église nous a condamnés à l'époque ? Tout simplement parce que la maçonnerie laisse une place fondamentale à la raison. Avant la Révolution française, au moment au XVIIIe, ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, les grands philosophes, Descartes, etc. Avant cette période-là, avant le XVIIIe, la seule chose qui était universelle, c'était Dieu, dans la philosophie. Le mot catholicos, c'est du grec, et sa traduction en latin, c'est universalis. C'est-à-dire que catholicos, ça veut dire universalis. Qu'est-ce que vont produire les philosophes des Lumières ? Ils vont produire cette idée incroyable et révolutionnaire. C'est que, et Descartes l'avait déjà amorcé, c'est-à-dire que je pense donc je suis. Ça veut dire que l'homme est doté de raison, et ce qui devient universel avec la philosophie du XVIIIe, ce n'est plus Dieu, c'est la raison. Parce que la raison est présente en tout homme. Alors qu'avant, c'était Dieu qui était présent en tout homme. Maintenant, c'est la raison. Et donc, la maçonnerie, c'est un lieu où on accorde une place très importante à la raison, à la réflexion, au raisonnement. Et effectivement, ce raisonnement peut à un moment donné conduire à la contestation des dogmes, et notamment des dogmes religieux. Et donc logiquement, l'Église a eu très peur, très peur de cette association qui prônait la relativité, la raison, la réflexion, parce qu'elle a eu peur que ce soit une atteinte à son pouvoir, à ses prérogatives. Mais vous avez des catholiques qui sont francs-maçons, il y a même des prêtres qui sont francs-maçons. Nous avons d'ailleurs, au Grand Orient de France, il y a quelque temps, nous avons eu un prêtre qui... les médias français
a donc beaucoup parlé, un prêtre qui était franc-maçon, donc il n'y a absolument pas d'incompatibilité. Et vous imaginez bien que en ayant des prêtres francs-maçons, on ne peut pas les accuser de rites sataniques. Est-ce qu'on a une tête de quelqu'un qui pratique des rites sataniques, franchement? Une petite question pour vous. Peut-on être musulman et franc-maçon? Oui, la preuve. Non, on me pose beaucoup la question parce qu'en fait aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, l'image qu'on a de l'islam, c'est cet islam, l'islam du terrorisme, une image de violence, d'intolérance, de repli sur soi, de haine. Or, moi je le dis souvent, je suis partisan de l'islam des Lumières. Et cet islam des Lumières, il rejoint la philosophie des Lumières. C'est-à-dire que l'islam, et si on remonte un petit peu à l'histoire, on revient un petit peu en arrière, ça a été quand même, ne serait-ce que durant la période des royaumes arabes en Andalousie, des royaumes musulmans, ça a été un islam ouvert qui a permis d'amener toute la philosophie grecque en Europe. Donc il y a eu tout un travail de traduction, de travail sur la philosophie grecque. Comment la philosophie grecque arrive en Europe? C'est par les penseurs musulmans. Il y a quelqu'un quand même au XVe siècle, comme Averroès, qui dit « raison et foi ne sont pas inconciliables ». On peut être un croyant, avoir la foi, et en même temps utiliser son esprit pour réfléchir. Voilà. Donc, et tout cet islam-là, dans lequel moi je me reconnais, c'est celui qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, dans le soufisme. Le soufisme, qu'est-ce que c'est? C'est un cheminement initiatique, un petit peu comme la franc-maçonnerie, qui est fondé sur quoi? Qui est fondé sur l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'autre, que l'on voit non pas comme un inférieur ou comme un ennemi, mais comme un frère. Donc, cet islam-là, qui, à mon avis, est l'essence de l'islam, il n'y a aucune incompatibilité avec la franc-maçonnerie. Par contre, l'autre, celui qui tue des gens, qui tue des innocents, qui place des bombes, ça, c'est pas mon islam, et effectivement, il n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Dites-moi, quel serait l'effectif de la franc-maçonnerie à Maurice? Alors, à ce jour, dans toute la République de Maurice, il y a 6 loges du Grand Orient de France. Je ne parle pas des autres obédiences dont, par définition, je ne connais pas ni les effectifs, ni le nombre de loges, même si nous avons des obédiences amies avec lesquelles nous travaillons. Donc, ce qui doit donner... Alors, au début... c'était essentiellement des loges masculines, mais depuis 2010, depuis l'Assemblée Générale, ce que nous appelons le Convent de 2010, les loges ont la possibilité d'accueillir des femmes. Voilà. Donc nous avons un certain nombre de loges qui sont mixtes, et donc ça doit faire à peu près, bon, il y a des loges beaucoup plus importantes qui sont les loges historiques, comme la Triple Espérance, qui au mois de décembre de cette année va fêter ses 240 ans. Donc ceux-là sont des vieilles loges installées. Donc ça donne un effectif qui doit être compris, je vous donne les chiffres un petit peu grosso modo, je ne les ai pas en tête, mais à plus de 250, entre 250 et 300 frères et sœurs. Vous comptez combien de femmes au sein de la franc-maçonnerie à Maurice? Les sœurs sont encore minoritaires, puisque jusqu'en 2010, je vous le disais, nous étions une obédience purement masculine. Elles représentent à peu près aujourd'hui entre 10 et 15, selon les loges, entre 10 et 15% des effectifs. Mais c'est un chiffre qui est en train d'augmenter très très vite. Comment est-ce que la femme a pu trouver sa place au sein de la franc-maçonnerie? Parce que c'est historiquement un univers masculin. Alors d'abord, l'histoire des femmes en maçonnerie est quasiment aussi vieille que la maçonnerie. D'abord parce que vous avez des obédiences qui existent depuis très longtemps, qui sont exclusivement féminines. Au XVIIIe, il y avait même ce que l'on appelait les loges d'adoption, c'est-à-dire des loges constituées de femmes qui étaient reliées à une loge d'hommes. Donc c'est une histoire qui est très ancienne, les femmes à la maçonnerie. Et puis depuis le 19e, et notamment avec des obédiences qui s'appellent le droit humain par exemple, vous avez une maçonnerie mixte qui existe depuis très 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 longtemps. Et nous sommes ouverts aux femmes depuis 2010, officiellement, et je n'ai pas l'impression que les femmes aient
éprouvé une quelconque difficulté à travailler. En maçonnerie, nous ne distinguons pas les femmes par leur essence féminine. Je dirais que les sœurs sont des frères comme les autres et réciproquement. Il n'y a pas de problème. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu aucun problème lors de l'ouverture aux femmes, aux sœurs. Et quel est son rôle au sein de la franc-maçonnerie, la femme? Le même que l'homme. Je vous le dis, il n'y a aucune distinction entre les frères et les sœurs. C'est pareil. Alors au Grand Orient de France, au total, nous sommes à peu près 55 000. Pas seulement en France, puisque nous sommes présents sur les 5 continents, et on a à peu près 1300 loges. Ce qui fait de nous la plus grande obédience, on va dire, libérale. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot libéral? Il y a 2 maçonneries qui coexistent. Il y a une maçonnerie que l'on pourrait qualifier de dogmatique, dans laquelle, pour rentrer, il faut obligatoirement croire en Dieu. C'est pour ça qu'il faut croire à un dogme qui est celui de Dieu. Donc c'est une maçonnerie déiste. D'accord ? Et nous faisons partie de ce qu'on appelle la maçonnerie libérale. C'est-à-dire que nous mettons en avant la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, c'est non seulement la possibilité de croire en Dieu, mais éventuellement de ne pas y croire. C'est ça la liberté de conscience. Et donc chez nous, il y a à la fois des gens qui sont croyants, mais il y a également des athées. Et le tout cohabite sans aucune difficulté. Et donc dans la maçonnerie libérale, nous sommes la plus grande obédience avec 1300 loges et 55 000 membres. Et combien de femmes? Pour l'instant, depuis 2010, il doit y en avoir à peu près 2000... Aux alentours de 2500, 3000. Voilà. Pour compléter ce que dit Gilles sur ces 2 maçonneries, nous, si je prends le slogan d'une marque célèbre de fast-food, on dit aux gens, venez comme vous êtes, croyants, pas croyants, si vous partagez les valeurs humanistes du Grand Orient de France, venez. Ça ne nous dérange pas qu'un frère, le dimanche, il aille à la messe, du moment qu'il partage les idées humanistes. Voilà, cette espèce de fraternité que nous voulons développer. Ça ne nous gêne pas qu'un frère, le vendredi, il aille à la mosquée, qu'il aille au temple. Ça, c'est son affaire personnelle, du moment que nous sommes d'accord sur le socle des valeurs humanistes qui sont les nôtres. Ok, mais selon vous, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté à la société mauricienne? Alors, moi je connais pas aussi bien que Mohamed l'histoire de cette partie de l'océan Indien et l'histoire mauricienne en particulier, mais il est clair que je dirais les valeurs véhiculées par la maçonnerie ont vraisemblablement contribué à l'histoire mauricienne. Je pense que les valeurs de liberté et d'émancipation des individus, des hommes et des femmes, a contribué, je pense, à ce que, effectivement, à un moment donné, les idées d'indépendance, de souveraineté puissent s'ancrer plus facilement dans l'histoire du peuple mauricien. Et effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le père de la nation mauricienne était franc-maçon. Peut-être qu'une certaine forme de vivre ensemble à Maurice, puisque vous êtes dans une société multiculturaliste, dans une société dans laquelle finalement coexistent toute une série de cultures et de gens qui ont des origines totalement différentes, des religions totalement différentes. Peut-être que la maçonnerie a apporté, je dirais, le ferment, le ciment qui a permis à un moment donné que ce moule, à travers ces gens qui venaient d'horizons différents, que ce moule une identité qui est l'identité mauricienne aujourd'hui. Pour répondre et compléter, juste 2 exemples sur ce que la maçonnerie a apporté à Maurice. 2 choses. Le processus qui a permis de passer du statut de colonie britannique à la souveraineté, c'est quelque chose qui a été réfléchi, discuté, travaillé dans les loges maçonniques. Et 2e exemple,
crois que c'est dans les 75-76, quand on a eu la gratuité de l'enseignement secondaire, c'est quelque chose aussi qui a été réfléchi. Comment permettre à la jeunesse mauricienne d'exploiter toutes ces possibilités. C'est quelque chose qui a été travaillé, qui a été discuté en loge. Voilà 2 exemples précis. Justement, ça c'était le passé, mais qu'en est-il pour l'avenir? Notamment une des réflexions qui a cours dans les loges, on sait, et ça je crois que l'ensemble du peuple mauricien peut en être fier, qu'en 50 ans, il y a quand même, sur le plan économique, des progrès extraordinaires qui ont été faits. Même s'il reste encore des inégalités, même s'il reste encore des couches de pauvreté, aujourd'hui, je sais qu'un des axes de réflexion dans certaines loges, c'est comment à la fois poursuivre cette croissance économique, mais faire en sorte que les fruits de la croissance soient partagés de manière beaucoup plus solidaire, qu'il n'y ait pas des gens qu'on laisse sur le bord du chemin. Ça, c'est un axe de réflexion. Il y a la question du développement durable. Comment conjuguer la croissance économique sans nuire à l'environnement. C'est quand même un atout que vous avez, sinon il n'y aurait pas 1,5 million de touristes qui viennent chaque année. Comment faire à la fois pour préserver ce cadre naturel et en même temps faire en sorte de développer économiquement la société mauricienne. Bon, et puis il y a d'autres questions qui sont d'intérêt plus national auxquelles les frères, les sœurs mauriciens réfléchissent sur la fin de vie, sur la dépendance, sur la bioéthique, voilà. Donc il y a à la fois des éléments de réflexion propres à la société mauricienne et je pense que les loges mauriciennes du Grand Orient de France peuvent encore, dans les 50 années à venir, moi je vous donne rendez-vous dans 50 ans, pour qu'on fasse le point, et je pense qu'à la fois elles peuvent apporter leur réflexion sur des thématiques purement mauriciennes, mais elles peuvent aussi contribuer à enrichir la réflexion du Grand Orient de France sur des questions plus larges. Mais sur quel point avez-vous échoué? Où est-ce qu'on a échoué? Mais on échoue tout le temps. Tout le temps, puisque notre course, notre but, c'est l'amélioration de l'homme et de la société. Et vous savez, vous connaissez le mythe de Sisyphe, de cette personne qui pousse cette pierre en haut de la montagne, et quand il arrive en haut, la pierre redescend et il recommence. Eh bien, notre travail est un éternel recommencement, c'est-à-dire que nous avons nous sommes animés d'une vision optimiste de la société. Le verre, on ne le voit jamais à moitié vide, mais toujours à moitié plein, et nous pensons que c'est en travaillant perpétuellement, tout le temps, qu'au bout d'un moment, la société s'améliore. Et donc, la société, malheureusement, n'est pas parfaite. Et donc, chaque fois qu'elle est imparfaite, c'est qu'on s'est trompé ou qu'on n'a pas suffisamment fait des choses. Mais on est en même temps réaliste. On sait très bien que le travail est immense et que voilà. Mais voilà, c'est à la fois, et c'est ça qui est important, c'est 2 travaux qui sont liés l'un à l'autre. C'est à la fois l'amélioration de l'homme et de la société. Et donc quelque part, le franc-maçon qui se lance dans la voie, enfin le profane qui se lance dans la voie de la maçonnerie, c'est quelqu'un qui va essayer d'améliorer la société, mais aussi de s'améliorer lui-même. D'accord ? Donc il entretient un dialogue aussi, une dialectique entre lui et la société. N'y a-t-il pas le besoin d'une réinvention pour que la franc-maçonnerie soit en diapason avec le monde d'aujourd'hui? Alors, il faut se mettre d'accord sur quoi réinventer. S'il s'agit de réinventer la finalité de la maçonnerie, je pense pas. Je pense pas, parce que cette finalité, on l'a vu, elle est toujours d'actualité, et elle est encore plus d'actualité aujourd'hui, parce que il est très important de redonner du sens aux choses, du sens à l'engagement, du sens à la réflexion, etc., etc. Donc par rapport à sa finalité, je ne pense pas que la maçonnerie soit réinventée. Par rapport ensuite à sa méthode, eh bien justement, c'est ce qui fait son originalité et c'est ce qui fait sa singularité. C'est-à-dire le fait que nous travaillons à la fois sur l'homme et sur la société, le fait que nous sommes une société initiatique. Nous sommes aujourd'hui, les sociétés ont presque plus
de chemin initiatique. On parlait tout à l'heure des sociétés africaines, mais finalement, les sociétés modernes ont oublié ce qu'était un cheminement initiatique. Donc je crois qu'au contraire, la maçonnerie doit garder cela, parce que elle préserve une voie intéressante de réflexion. Par contre, je vous rejoindrai sur la communication. Et peut-être que le fait que nous nous rencontrions aujourd'hui montre qu'effectivement, la maçonnerie a intérêt à sortir de cette discrétion, à sortir du confort du travail en loge, pour aller au-devant des gens, non pas pour faire Prosélytisme. Pardon ? Du prosélytisme. Oui, du prosélytisme. Il ne s'agit pas de dire aux gens engagez-vous, vous verrez, vous allez voir du pays, un peu comme les sergents recruteurs. Non, c'est pas ça. C'est être là pour expliquer ce que nous faisons. Et effectivement, la maçonnerie du XXIe siècle, elle doit tenir compte de la société du XXIe siècle, qui n'est pas la même société qu'au XVIIIe, ni qu'au XIXe, ni qu'au XXe. Et donc, nous devons apprendre aussi à communiquer et à expliquer ce que nous faisons. Oui, ce n'était pas le cas. Pas toujours le cas avant. La maçonnerie existe depuis 300 ans. Et si elle existe depuis 300 ans et si elle se maintient, c'est qu'en fait, elle sait toujours se réinventer. Alors, bien sûr, ce qui est important dans une société initiatique, c'est de transmettre une mémoire, une histoire. Ça, on le garde. Parce que justement, dans des sociétés aujourd'hui, nous sommes totalement amnésiques. On est dans le zapping permanent, on a oublié ce qu'on a fait il y a 10 secondes. Ça, par contre, nous y tenons, cette transmission. Par contre, effectivement, comme l'a dit Gilles, il faut s'adapter au monde moderne et réinventer peut-être certaines méthodes, certaines pratiques. Vous parlez de vos valeurs maçonniques, mais nous avons quand même d'autres organisations comme le Rotary, le Lions Club, qui pratiquent les mêmes valeurs. Mais comment est-ce que la maçonnerie se différencie des autres ? La maçonnerie n'a pas l'exclusivité des valeurs humanistes. Nous ne sommes pas les seuls dépositaires. Plus il y a d'organismes ou d'associations comme celles que vous avez citées, le Rotary, le Lions, qui œuvrent, parce que font les gens qui sont dans ces organisations, c'est aussi essayer de promouvoir des valeurs humanistes, c'est essayer de remédier à leur façon, qui n'est pas forcément celle des obédiences maçonniques, à remédier aux malheurs du monde, à essayer d'atténuer ces malheurs du monde. Donc ça veut dire qu'ils sont animés par une espèce, j'allais dire, d'amour du prochain. C'est pas gênant. Pourquoi est-ce que la maçonnerie, au contraire, plus il y a d'associations qui œuvrent dans le même sens que nous, qui essayent de faire en sorte que la fraternité, ce ne soit pas juste un mot qui sort de notre bouche, mais qu'elle soit mise en pratique, et mieux c'est. Je partage complètement ce qui vient d'être dit, et au-delà, le Rotary, par exemple, il peut avoir une finalité partagée avec la maçonnerie humaniste, la méthodologie n'est pas la même. C'est-à-dire que au Rotary, on est dans la bienfaisance, c'est-à-dire qu'on est uniquement dans l'œuvre, je dirais, caritative. D'accord ? Alors qu'en maçonnerie, on peut être dans l'aide. Nous avons par exemple au Grand Orient de France une fondation. Et la fondation du Grand Orient de France, elle va financer par exemple des opérations après le cyclone aux Antilles ou à Haïti, après le tremblement de terre d'Haïti. Nous avons parfois de la fondation culturelle. Il s'agit de participer à la rénovation de tableaux, d'œuvres d'art, etc. Ça peut être... nous avons donné le prix de la fondation il y a 2 ans, par exemple, à quelqu'un qui a œuvré dans le cadre du polyhandicap, donc de l'aide aux personnes handicapées. Donc nous avons, je dirais, une action philanthropique désintéressée et caritative à l'égard des populations, comme le Rotary. Mais à côté de ça, il y a une dimension de recherche de spiritualité laïque, c'est-à-dire d'une spiritualité détachée du dogme, détachée du message d'un Dieu révélé, si vous voulez.
Il y a une démarche spirituelle qu'il y a en maçonnerie qu'il n'y a pas au Rotary. C'est-à-dire qu'au Rotary, on va financer des actions caritatives, mais ça va s'arrêter là. Alors que nous, il y a derrière une volonté aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'améliorer la société, mais d'améliorer aussi ceux qui constituent les membres de notre association, c'est-à-dire les francs-maçons. Individuellement, nous aspirons à devenir meilleurs. Et nous aspirons à devenir meilleurs, pas seulement qu'avec les actions caritatives que nous entreprenons, aussi par notre réflexion personnelle, aussi en essayant de nous débarrasser individuellement de nos préjugés. Et ce travail sur nous-mêmes, qui est difficile, qui n'est pas forcément réussi, vous savez, les maçons ne sont pas des dieux, individuellement. Ce sont des gens qui sont largement perfectibles, qui ont plein de défauts, mais ce qui les relie, c'est qu'ils en sont conscients, la plupart du temps, et qu'ils essaient de lutter contre eux-mêmes, de lutter contre leur passion, de lutter contre... Donc ils essaient d'être meilleurs, à leur façon. Et cette dimension d'une recherche personnelle, individuelle d'amélioration, elle n'existe pas, par exemple, au Rotary. Si ce n'est uniquement par les actions caritatives qui sont faites, mais il n'y a pas cette démarche individuelle qui est au centre de la démarche maçonnique. Mais parlez-nous de cette spiritualité. Alors, c'est une spiritualité, je dirais, à géométrie variable, puisqu'elle est propre à chacun. Elle rejoint quand même globalement les grands courants de la philosophie, c'est-à-dire quelle est la place de l'homme, la finitude de l'homme. Nous avons des gens qui pensent qu'effectivement chez nous, qui sont croyants et qui pensent qu'il y a un au-delà après, d'autres qu'il n'y en a pas. Et donc, quelle est la place de l'homme dans l'univers, évidemment, quelqu'un a dit un jour, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et donc, nous sommes tous conscients que notre passage sur Terre est éphémère. Et donc, nous recherchons de manière intime quel est le sens que nous devons donner à notre passage sur Terre. Quel est le sens pour chaque individu à sa vie? Et c'est un petit peu ça que font les maçons. On parle de recrutement sélectif axé sur une certaine élite sociale. Non. Au contraire. Ça l'a été peut-être. Ça l'a été au 18e, effectivement. Au 19e siècle. Mais au Grand Orient de France, on retrouve toutes les catégories sociales. Et je dirais même que c'est presque recherché. Parce que on veut cette richesse. Il y a un mot qui dit « ta différence m'enrichit ». Et donc, s'il s'agissait de se retrouver qu'entre intellectuels ou qu'entre cadres supérieurs ou qu'entre etc., il n'y aurait aucun intérêt. Parce qu'il n'y aurait pas d'échange. Parce que la maçonnerie, c'est une dialectique. C'est-à-dire que le travail en loge, c'est un travail de prise de parole, de réflexion. Et une fois qu'on a parlé, quelqu'un d'autre prend la parole pour essayer d'enrichir, d'apporter quelque chose en plus à la réflexion initiale. Et donc, cette dialectique, ce dialogue entre les frères, qui constitue la base du travail en loge, eh bien, si elle était liée par des gens qui soient tous homogènes socialement, il n'y aurait aucun intérêt. Et donc, c'est précisément la diversité qui permet la différence de vue sur une même question et qui permet d'avoir, je dirais, un travail le plus global. Alors par contre, là où vous avez raison, c'est que quand on rentre en maçonnerie, il y a un filtre, il y a ce qu'on appelle des enquêtes qui permettent de mieux connaître la personne qui veut rentrer en maçonnerie et de mieux la connaître tout simplement pour éviter, parfois on y arrive, parfois ça peut arriver qu'on n'y arrive pas, pour éviter de voir des gens qui rentrent en maçonnerie pour d'autres raisons que les raisons qu'on a évoquées d'amélioration de l'homme, d'amélioration personnelle. Et effectivement, on peut avoir des gens qui sont là pour des mobiles parfois affairistes, ou pour... On a eu des tentatives
de l'extrême droite, par exemple, de pénétrer la maçonnerie. Et donc on doit se préserver de ça. Et effectivement, il y a une enquête. Mais qu'est-ce qui définit un franc-maçon digne de ce nom? Difficile. Difficile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une logique d'amélioration. Et donc il est extrêmement difficile soi-même, déjà, de dire je suis un bon maçon, parce que c'est un travail sur nous-mêmes presque quotidien. Et parfois, on n'a pas l'impression de réagir en bon maçon, parce qu'on n'est pas parfait. Donc nous-mêmes, il est extrêmement difficile pour nous de nous dire nous sommes de bons maçons. Alors imaginez le jugement que l'on peut avoir sur les autres. C'est extrêmement difficile de juger les autres et de dire lui c'est un bon maçon, lui c'est pas un bon maçon. En général, c'est quelqu'un quand même qui est doté d'une grande écoute. Il y a une règle fondamentale en maçonnerie, c'est qu'on ne coupe pas la parole. On est toujours à l'écoute, on écoute les gens. Donc on écoute les frères lorsqu'ils prennent la parole. Le fait d'essayer de ne pas s'opposer systématiquement à l'autre, mais dans sa propre réflexion d'amener quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire que notre logique, c'est une logique de construction collective. Il ne s'agit pas de se mettre en valeur et de dire oh, mais moi je pense ça et puis j'ai raison et vous avez tort. C'est pas ça. C'est pas ça la maçonnerie. La maçonnerie, c'est essayer de trouver collectivement ce qui peut nous rassembler. D'accord ? Et donc à partir de là, ce sont des qualités généralement que l'on retrouve chez les maçons. L'écoute, la dimension collective, l'idée de je réagis non pas en opposition mais en complémentarité. Vous avez remarqué que quand par exemple Mohamed prend la parole après moi ou moi à l'inverse, il dit j'aimerais compléter. C'est-à-dire qu'il va essayer d'apporter quelque chose de supplémentaire à ce que j'ai pu dire et réciproquement pour moi. C'est-à-dire qu'on a une démarche qui vise à augmenter, à augmenter le niveau de notre réflexion et non pas à le segmenter et à être entre nous des compétiteurs par exemple. Voilà. Donc voilà. Et puis le maçon sur le fond, c'est quand même quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui est debout. C'est pas quelqu'un qui est couché. C'est quelqu'un qui a des valeurs et qui est prêt à les défendre, y compris ça c'est pas tout le monde, mais qui devrait être prêt à mourir pour elle. Vous avez des maçons qui ont été persécutés pour leurs valeurs, pour les valeurs de la République, pour les valeurs des droits de l'homme, notamment pendant la Commune de Paris. Ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, déportés dans les bagnes de Guyane, sous Vichy, sous le régime pétainiste du maréchal Pétain, de l'État français, dit l'État français, où effectivement les maçons ont été persécutés parce qu'ils protégeaient les juifs, parce qu'ils protégeaient les homosexuels, parce qu'ils avaient une réflexion qui était une réflexion de progrès face à un régime qui était un régime de régression. Donc le franc-maçon, c'est aussi quelqu'un d'engagé. C'est un homme debout. Un franc-maçon, entre guillemets un bon franc-maçon, c'est n'importe quel citoyen. C'est-à-dire les valeurs que l'on attend d'un franc-maçon, ça devrait être les valeurs de n'importe quel individu honnête dans la société. Ni plus ni moins. On a une expression, on parle parfois de maçons sans tablier. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas francs-maçons, mais qui ont une éthique, qui agissent toujours en privilégiant l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Ça suffit pour définir ce que devrait être n'importe quel bon maçon, entre guillemets. Mais il y a quand même une méfiance à l'égard de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui explique cela ? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui sont méfiants par ignorance, parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'est l'engagement maçonnique, et
souvent quand nous organisons des conférences publiques avec des profanes, des gens viennent nous dire à la fin « Ah ben, je ne pensais pas que c'était ça la maçonnerie », parce qu'ils avaient vu sur Internet des vidéos sur YouTube qui racontent tout et n'importe quoi, on en a parlé tout à l'heure. Ceux-là, on peut discuter avec eux parce qu'ils sont de bonne foi et ils sont méfiants simplement par ignorance. Quand on leur explique, ils sont beaucoup moins méfiants. Et puis, il y a ceux, on en a parlé, qui sont des ennemis acharnés de la maçonnerie parce que de tout temps et à toute époque et sous tous les régimes, on n'aime pas beaucoup les gens qui essayent de penser librement, qui essayent de penser par eux-mêmes, qui ne croient pas tout ce qui est dit. Et donc, ceux-là, il faut les mettre à l'index. Ce sont des gens méchants, ce sont des satanistes, ce sont tout ce que vous voulez. Et donc, voilà, je pense qu'il y a ces deux éléments. Dans le premier cas, vous pouvez discuter parce qu'ils sont de bonne foi et vous pouvez échanger. Dans le deuxième cas, effectivement, ce sont des gens mal intentionnés qui, quoi que vous disiez, de toute façon, vont vous coller une étiquette. Parce que justement, vous représentez un danger dès l'instant où vous ne voulez pas vous laisser emporter par le dogme, mais vous voulez dire, voilà, moi je veux bien croire, mais d'abord je veux réfléchir avant de croire ou avant de dire j'accepte ou je n'accepte pas. La fraternité au sein de la franc-maçonnerie, est-ce un mythe ou une réalité? Une réalité. Oui. Il est très solide, mais attention, j'insiste là-dessus, il y a une limite à la fraternité. Et la limite à la fraternité, c'est le respect des lois de la République. Le franc-maçon doit toujours obéir aux lois de la République, toujours. Il n'est pas au-dessus des lois. Et la fraternité s'arrête le moment où un frère ne respecte pas les lois de la République. Ou me demande quelque chose qui ferait que je me mettrais hors la loi. Là, il n'y a pas de fraternité possible. Il n'y a plus de fraternité. Messieurs, merci Gilles et merci à vous Mohamed pour cet entretien.